J'ai reçu de M. Christian Jacob et des membres du groupe de l'Union pour un mouvement populaire une motion de renvoi en commission déposée en application de l'article 91, alinéa 6 du règlement. La parole est à Monsieur le Président Bernard Accoyer. Bonjour, Président. Monsieur le Président, vous avez la parole. Merci beaucoup. Est-ce que je peux parler? Monsieur le Président, On peut y aller? Madame le ministre, Monsieur le rapporteur, Mesdames les rapporteurs, mes chers collègues, ce texte est une double bombe lancée contre notre système de soins. La première bombe, c'est son étatisation. La deuxième, qui suivra mécaniquement, est le désengagement des régimes obligatoires saignés par cette étatisation. Aussi, mes chers collègues, puisque la majorité dans cet hémicycle, malgré les enjeux, n'a pas voulu adopter l'excellente motion d'irrecevabilité défendue par notre collègue Arnaud Robinet, vous conviendrez au moins que l'adoption d'une motion de renvoi en commission de ce texte s'impose. Tout au moins si nous voulons, Madame le ministre, légiférer sérieusement. La motion de renvoi en commission consiste à prendre acte que le texte n'a pas été travaillé sérieusement et qu'il convient donc de le réexaminer en commission. Il y a pour cela de nombreuses raisons. D'abord, des raisons de procédure, car les conditions de préparation et de discussion de ce texte constituent une parfaite illustration de ce qu'il ne faut pas faire pour aboutir à un texte travaillé, bref, à un texte de qualité. Faux semblant de concertation avec les professionnels de santé, pluie d'amendements gouvernementaux au dernier moment, et j'y reviendrai, procédure accélérée, privant le Parlement de l'échange au cours des navettes, malgré l'importance des mesures qui sont contenues dans ce projet de loi gouvernemental. En effet, cette réforme est dangereuse et vous prétendez, en somme, Madame la ministre, la conduire à marche forcée, l'imposer, tout affaire cessante. Il y a une autre raison pour renvoyer ce texte en commission, c'est l'attitude du gouvernement avec les professions de santé et leurs représentants. Si ce projet de loi a été déposé il y a déjà plusieurs mois, il l'a été avant toute concertation avec les organisations représentatives des professions de santé. Madame la ministre, auriez-vous procédé de la même façon avec tout autre secteur de l'activité? Face à la critique quasi unanime des organisations représentatives des professions de santé, face à une manifestation historique le 15 mars dernier, telle que nous n'en avions pas connue depuis bien longtemps, vous avez, Madame la ministre, annoncé précipitamment des bouleversements importants, disiez-vous, de ce texte, qui reste cependant largement marqué par votre volonté d'étatisation. La manifestation du 15 mars a montré l'étendue, la profondeur du fossé entre le gouvernement et les professions de santé. 91% des médecins ne vous font pas confiance. Jamais, Madame le ministre, un tel record n'avait été atteint. Les professionnels de santé ont bien compris que la pseudo-modernisation de notre système de soins que vous voulez imposer n'est qu'une réforme hors sol, d'essence purement technocratique, une réforme qui n'a qu'un but, l'étatisation de notre système de soins. Pourtant, tous les acteurs de notre système de santé
s'accordent aujourd'hui sur la nécessité de réformer profondément, voire de refonder notre système de santé, d'organisation de soins, de protection maladie. Mais vous avez choisi une autre voie, celle du passage en force. Votre texte n'est donc qu'un rendez-vous manqué parce que vous n'avez pas voulu associer réellement les professions de santé à son élaboration. Madame la ministre, on ne réforme pas un domaine tel que la santé contre ceux-là même qui en sont le cœur. Vous-même êtes tellement consciente de cette absence de concertation, de votre propre insuffisance, que vous avez annoncé le lancement prochain d'une grande conférence de la santé sur l'avenir du métier médical et du mode d'exercice. Dès lors, pourquoi ne pas surseoir à l'examen de ce texte et conseiller à votre majorité d'adopter cette motion de renvoi jusqu'à l'aboutissement de cette conférence de santé, si elle est sincèrement de la portée que vous avez annoncée. Mais il y a d'autres motifs de renvoi en commission. Votre attitude à l'égard du Parlement. Vous avez affiché un réel mépris à l'égard du Parlement dans la préparation de ce texte. Pendant des mois, le texte a circulé et on sait, et j'y reviendrai, que c'est à la dernière minute que des amendements gouvernementaux en grand nombre et conséquents ont été nuitamment ou pratiquement nuitamment déposés. Plutôt que le dépôt d'une lettre rectificative, ce qui aurait été la bonne méthode, vous avez préféré recourir à ces amendements lourds juste au moment de l'expiration des délais de dépôt, dans des conditions qui font que nos collègues de la majorité ou de l'opposition n'ont absolument pas pu exercer leurs responsabilités d'élus de la nation dans des conditions dignes d'une démocratie. Pour détailler votre attitude de mépris à l'égard de l'institution parlementaire, vous avez même osé déposer 70 amendements juste avant la séance, dont certains sont tout aussi conséquents que ceux qui autorisent les médecins, les pharmaciens, les chirurgiens-dentistes hors CE, à diplôme hors CE, à exercer dans notre pays. Imaginez que les professionnels, comme les malades, mesureront le caractère insoutenable d'une telle attitude. D'ailleurs, vous aviez donné ce signal de mépris du Parlement en déposant 57 amendements du gouvernement juste avant les débuts de l'examen en commission. Les conditions de travail de la commission des affaires sociales, et Dieu sait que je n'ai pas toujours des rapports d'une simplicité limpide avec la présidente de la commission, eh bien les conditions de travail avec la commission des affaires sociales sont tout bonnement scandaleuses, Madame la ministre. Et Madame la présidente de la commission l'a elle-même souligné, je veux la remercier. Dans le mépris du Parlement, avec le choix de la procédure accélérée, en déclenchant les discussions à un moment du calendrier qui était celui du temps de campagne électorale, ce que nous n'avons jusqu'à ce jour jamais vu, mes chers collègues, en déclenchant ces discussions de façon expéditive, en faisant siéger la commission jusqu'à 4 heures du matin, vous avez, d'une certaine façon, galvaudé notre travail, avec des amendements très conséquents. Madame la ministre, en conscience, touche-t-on, modifie-t-on, remettons en cause les grands principes de la loi Veil en pleine nuit, en acceptant un amendement sur le délai de réflexion, alors que, bien entendu, ces questions doivent faire l'objet d'une concertation, d'une approche et, bien entendu, de la recherche de la solution la plus consensuelle. Des amendements d'une telle portée ne peuvent être nuitamment adoptés, surtout lorsque l'on impose au Parlement la procédure d'urgence où il n'y aura qu'une lecture dans cette Assemblée, où il n'y aura pas de débat, où en aucun cas on évaluera les conséquences, on échangera
sur les conséquences de tel ou tel amendement important. Cela justifie, bien entendu, et en plus des causes que j'ai déjà énoncées, le retour en commission de notre texte. Notre commission, dans des conditions acrobatiques, a examiné 1700 amendements et nombre d'entre eux étaient des amendements qui réécrivaient totalement des articles conséquents du texte. Les articles, ou l'un des articles les plus emblématiques, l'un des plus dangereux du texte, concerne la généralisation du tiers payant, l'article d'étatisation, en quelque sorte. Cet article, Madame la Ministre, a été discuté dans la nuit d'un mercredi à un jeudi, il y a une semaine, à 2h30 du matin, devant une poignée de députés. D'ailleurs, les députés de votre majorité étaient en grande partie en circonscription, en train d'essayer de limiter les dégâts des élections cantonales qui allaient se solder par les résultats que l'on sait. Car vos députés, zélateurs du non-cumul de mandats, n'ont pas oublié de défendre leur propre cumul. C'est donc dans des conditions tout à fait inacceptables que vous avez fait travailler l'Assemblée nationale. Et que dire des circonstances politiques dans lesquelles ce texte a été discuté, au lendemain d'une défaite historique qui devrait, Madame la Ministre, vous appeler à respecter davantage la représentation démocratique, ne serait-ce que pour limiter les dégâts pour votre propre avenir. Un remaniement gouvernemental, nous dit-on, conséquent est annoncé, mais il ne surviendra qu'après que des arrangements entre les différentes factions des appareils partisans de votre majorité aient été conclus, et peut-être même que soit intervenue la scission programmée du Parti socialiste lors de votre prochain congrès. Une nouvelle fois, le président de la République, le gouvernement confondent la conduite de la politique de la France, la défense de nos intérêts nationaux avec la gestion des équilibres au sein du Parti socialiste. D'ailleurs, qui nous dit que ce projet de loi examiné aujourd'hui, tant décrié par les professions de santé, sera encore à l'agenda gouvernemental à la fin du printemps? Eh bien, Madame la Ministre, mes chers collègues, ce serait certainement le meilleur choix que vous pourriez faire. Sur le fond du texte, ce projet de loi est un saut dangereux, je dirais même un saut fatal, vers l'étatisation de notre système de santé, avec en particulier la généralisation du tiers payant pour les médecins, l'étranglement de l'hospitalisation privée, la construction d'un monopole donné à grands frais à l'hôpital public et le pouvoir exorbitant confié aux agences régionales de santé. Alors même que bon nombre de vos propres décisions, les décisions prises par la gauche, j'entends, ont déjà déséquilibré notre système de santé, vous persistez dans la même erreur. Je ne citerai que certaines d'entre elles. L'AME, qui est devenue ingérable, dont le coût flirte avec le milliard d'euros. Les 35 heures qui, à l'hôpital, ont désorganisé complètement le fonctionnement en même temps qu'ils précipitaient celui-ci dans un déficit abyssal. Aggravé encore ce déficit par la suppression scandaleuse du jour de carence dans la fonction publique. À ces mauvais coups, vous voulez en ajouter d'autres, et c'est bien cela que nous dénonçons, car vous allez précipiter notre système de soins dans une crise dont on peut redouter qu'elle soit irréparable. Mesurez-vous, Madame la Ministre, les conséquences de vos choix. Avec la généralisation du tiers payant, dont vous avez décidé, Madame la Ministre, de faire le marqueur de votre passage au ministère de la Santé, parce que c'est bien de cela dont il s'agit, vous voulez faire passer une disposition en force au mépris du refus catégorique et unanime de la profession qui est concernée. Vous vous appuyez sur des sondages approuvant cette mesure, mais, mes chers collègues,
Un sondage annonçant la gratuité de quoi que ce soit donnera toujours des résultats positifs. Cela n'a aucun sens. Madame la ministre, votre mauvais coup, ce mauvais coup du tiers payant généralisé, avec ce mauvais coup, vous voulez nous en cacher un autre, car ces mesures aboutiront immanquablement à un excès de consommation, à un dérapage sur les dépenses et par conséquent, on verra baisser la part des remboursements, monter la part assurée par les assurances complémentaires, financée par les assurances complémentaires, et l'on arrivera, sans s'en rendre compte, puisque le tiers payant le masquera, ce qui est quand même paradoxal, à une privatisation, ou en tout cas à une baisse de l'engagement du régime obligatoire. C'est-à-dire que vous anesthésiez le pays avec une mesure qui est une mesure dangereuse, une mesure qui va précipiter notre assurance maladie dans la difficulté, et avec cette mesure qui interdit toute utilisation de franchise, tout mécanisme responsabilisant, vous allez pouvoir masquer ce que finalement va intervenir, c'est-à-dire le retrait de l'assurance maladie obligatoire. Mes chers collègues, qu'en serait-il vraiment de la mise en œuvre du tiers payant? D'abord pour les médecins. Ceux-ci sont déjà dans des situations très difficiles. Vous savez que c'est une des professions, si ce n'est la profession, qui est la plus frappée par le burn-out. Or, ce dispositif, vous le savez, est un dispositif ingérable pour eux, angoissant, dévoreur de temps. Comment voulez-vous qu'ils puissent faire face pour harceler les 500 assurances complémentaires auxquelles ils devront s'adresser? Il n'y a pas non plus de prise en compte de l'inflation que cette mesure va entraîner. Inflation de consommation, inflation de coûts. Et d'ailleurs, sur ce point, l'expérience à laquelle vous vous référez, qui est celle du tiers payant pharmaceutique, mérite d'être rappelée. Lorsque le tiers payant pharmaceutique a été instauré, la consommation de médicaments a augmenté de façon importante. Et encore à ce jour, Madame la présidente de la Commission, vos dénégations ne changeront pas la vérité. Encore à ce jour, les impayés mensuels moyens dans les officines sont de 3 000 €. C'est dire que les médecins, en redoutant et en refusant le tiers payant généralisé, ont simplement la connaissance des réalités que dans le confort de votre ministère, vous ne voulez pas voir, parce qu'il s'agit pour vous d'une décision emblématique, d'une décision symbolique dont vous voulez faire simplement votre marqueur. En réalité, l'argument que vous avancez, qui serait de prétendre que le reste à charge ou l'absence de tiers payant serait un frein à l'accès aux soins, vous le savez bien, est un argument qui ne tient pas. Il ne tient pas parce qu'il y a des dispositifs, la CMU, la CMUC, l'AME, l'ACS, les affections longue durée et leur régime en ALD. Tout cela permet de mettre en œuvre un tiers payant intégral et d'assurer, bien entendu, le libre accès aux soins pour tous. Et les praticiens, si exceptionnellement il faut prendre en considération un cas particulier, le font tous. Vous le savez aussi bien que nous le savons tous. En réalité, ce sont les dépenses de lunetterie, de prothèses dentaires et d'audioprothèses où le reste à charge est important et où il peut y avoir, c'est vrai, des hésitations et parfois la décision de ne pas s'équiper, d'une certaine façon, de refuser des soins. Mais la cause, nous la connaissons tous, ce sont des remboursements totalement indigents dans ces trois domaines, mais vous préférez consacrer l'argent de l'assurance maladie à d'autres causes, gaspiller le milliard d'euros que coûtera à l'assurance maladie la mise en œuvre du tiers payant intégral
plutôt que d'aider au remboursement des assurés qui ont besoin de ces soins prothétiques. Autre raison de retourner en commission, la façon dont vous contournez l'exigence de travailler avec les professions de santé pour améliorer, pour mieux coordonner le fonctionnement du système de soins ambulatoires. Les professionnels sont demandeurs de ces échanges, ils sont demandeurs d'un vrai dialogue et non pas d'une leçon, comme vous avez l'habitude d'en donner à vos interlocuteurs, qu'ils soient parlementaires ou non. Ils ont besoin d'écoute, ils ont besoin de participer à des choix, de vous indiquer leurs expériences afin que vous puissiez en tirer des conséquences et rendre le système plus efficient, plus performant et dans le même temps également ne pas négliger les mécanismes indispensables de responsabilisation des patients. En muselant l'exercice des médecins et en particulier de leurs prescriptions avec les listes préférentielles de médicaments, en stigmatisant la profession avec le testing, qui est évidemment refusé massivement par la profession, on se demande, Madame la Ministre, si vous avez bien compris que votre ministère a pour partenaire essentiel les professionnels de santé. Madame la Ministre, quelle profession dans notre pays est l'objet de testing? Quelle profession? Les tenanciers de boîtes de nuit, peut-être. Et vous voulez imposer cette mesure à la profession qui assure le premier des services, c'est-à-dire l'accès aux soins. Madame la Ministre, c'est inacceptable. Nous vous demandons de retirer cette disposition. En réalité, la priorité qui devrait être la vôtre, c'est l'accès à un médecin de proximité. C'est la lutte contre les déserts médicaux. Mais vous n'y faites rien. Aucune des mesures contenues dans ce texte n'aura un effet dans ce sens, et c'est particulièrement regrettable. La démographie médicale, vous le savez, est dans notre pays dans une situation préoccupante. La médecine générale est en danger. Sa situation démographique est telle que 42% des médecins ont plus de 55 ans. Et en termes d'effectifs, avec 330 médecins pour 100 000 habitants, la France se positionne à la 14e place des pays de l'OCDE. Les médecins généralistes, qui représentent 46% des médecins en exercice, enregistrent une baisse constante de leurs effectifs entre 2007 et 2014 de l'ordre de 6,5%. Qu'y a-t-il dans ce texte, Madame le Ministre, ce texte qui prétend refonder notre système de santé pour répondre à ce problème absolument crucial? Face aux nombreuses contraintes administratives que vous voulez encore alourdir, aux contraintes financières, à la charge de travail, les jeunes sont de moins en moins tentés par la médecine générale. Il est de plus en plus difficile de s'installer. Pour preuve, l'âge moyen d'installation dans un cabinet est aujourd'hui de 41 ans pour les médecins en secteur 1. Madame la Ministre, ce texte devrait proposer des mesures qui résoudraient ces problèmes. Or, il n'en est rien. C'est bien la raison pour laquelle il faut aussi que nous retournions en commission. Avec la mise en place du service public hospitalier, on arrive devant une de ces attitudes irresponsables et incompréhensibles. C'est une attitude qui refuse de regarder les réalités humaines et économiques de notre système de soins hospitaliers. Du service d'hospitalisation publique qui comprend, en tout cas qui a été constitué jusqu'à ce jour de l'hôpital public et des cliniques privées. Alors que la dette cumulée des hôpitaux a triplé en 10 ans pour atteindre 30 milliards d'euros, ni l'exposé des motifs, ni l'étude d'impact ne mentionnent cet endettement, ni même d'ailleurs la part des emprunts toxiques qui sont considérables. Aucune solution pour répondre à cette situation n'est envisagée. Au contraire, vous allez charger encore un peu plus la barque de l'hôpital public avec la création d'un service public hospitalier qui ne fera que surcharger l'hôpital public et qui va étrangler l'hospitalisation publique, puisque vous savez très bien qu'en interdisant la pratique des dépassements et des suppléments d'honoraires dans les établissements privés, en les interdisant, vous mettez à mort ces établissements
qui ne survivent que par les reversements des honoraires des praticiens aux établissements eux-mêmes. C'est une décision sectaire, c'est une décision irresponsable et, Madame la Ministre, elle est inacceptable. Et il est inacceptable de la faire passer comme ça, dans une discussion, en pleine nuit en commission, à marche forcée devant les assemblées, en refusant une procédure normale, en utilisant, dans un calendrier lui aussi inacceptable, la procédure accélérée. Certes, le gouvernement, devant la pression de la profession, a réécrit un certain nombre d'articles. Il a réécrit ces articles, et d'ailleurs nous le soupçonnons de les avoir écrits pour faire tomber les amendements que nous avions rédigés. C'est une méthode que nous connaissons depuis longtemps. Madame la Ministre, elle est simplement peu glorieuse. Et dans la réécriture que vous avez réalisée de ces articles, il y a la persistance des principaux problèmes et évidemment la persistance du mécanisme de tiers payant généralisé et du service public hospitalier, deux mesures qui sont au cœur de l'opposition des professions de santé et qui s'opposent à l'intérêt des malades. Le monopole de l'hôpital public que vous construisez, Madame la Ministre, en gaspillant l'argent de la sécurité sociale, ce monopole aboutira tout simplement à une crise très simple. Lorsqu'il n'y aura plus que l'hôpital public, les coûts continueront d'exploser, la qualité immanquablement baissera par manque de concurrence. Et que direz-vous à ceux qui seront dans les files d'attente? L'obsession qui est la vôtre d'attaquer l'exercice libéral, les cliniques privées, se concrétise également dans les baisses de tarifs. Pourquoi, Madame la Ministre? Mais pourquoi? Alors que vous êtes revenu sur la journée de carence, pourquoi avez-vous imposé une baisse de tarifs 2,5 fois supérieure à l'hospitalisation privée que vous l'imposez à l'hospitalisation publique? Alors que vous savez très bien que l'hospitalisation privée est beaucoup moins chère pour l'assurance maladie, qu'elle est beaucoup plus modernisée, en particulier dans le domaine des interventions en ambulatoire, qui est une carence de l'hôpital public contre laquelle vous ne faites strictement rien de concret. Votre position est malheureusement une position qui tourne le dos aux réalités, c'est-à-dire au fait que le secteur privé, que ce soit en médecine, chirurgie ou obstétrique, que ce soit dans les soins de suite et réadaptation, que ce soit en psychiatrie, a des prix de journée d'hospitalisation qui sont de 1 à 3 fois inférieurs à ceux du secteur public. Évidemment, jusqu'à ce jour, le secteur privé participe au maillage sanitaire. Vous êtes en train de le détruire, Madame la Ministre, alors que ce secteur assure 50% de la chirurgie. Eh bien, vous commettez là un acte dont les conséquences seront et pourraient être irréparables. Mais, et j'en terminerai par là pour l'hospitalisation privée, rassurez-vous, c'est juste pour l'hospitalisation privée, il y a derrière ce secteur un principe essentiel qui est un principe de notre République, Madame la Ministre. Je sais que ça ne vous intéresse guère, mais sachez que la liberté de choix, c'est important. Enfin, vous avez décidé d'introduire dans ce texte un certain nombre de dispositions que je qualifierais de leurres. Vous avez largement engagé vos services de communication pour les mettre en avant sur la prétendue lutte contre le tabagisme, sur les amendements que nous savons être particulièrement préoccupants, ajoutant à des dispositions contre l'alcoolisme. Ces dispositions, comme d'ailleurs les salles de shoot, sont juste là pour cacher l'essentiel, c'est-à-dire l'étatisation du système avec le tiers payant obligatoire et par là même, comme je l'ai démontré à plusieurs reprises, le retrait de l'assurance maladie obligatoire. Avec les salles de shoot, Madame la Ministre, on se demande pourquoi et comment vous faites vos choix financiers.
Il y a une politique de lutte contre les toxicomanies qui a fait ses preuves et qui marche en France. Bien sûr qu'il faut la poursuivre, bien sûr qu'il faut l'approfondir, mais vous décidez brutalement de changer complètement d'orientation. Il y a seulement quelques pays qui se sont lancés dans cette expérimentation hasardeuse des salles d'intoxication, parce qu'il faut appeler un chat, et beaucoup d'entre eux sont revenus sur ces décisions qui vont à l'encontre, évidemment, de la seule rationalité de la gestion du problème de l'assurance maladie. Madame la ministre, avec le paquet neutre de cigarettes, vous surtransposez les directives européennes. J'avais entendu le Premier ministre récemment expliquer qu'on ne surtransposerait plus les directives européennes. Vous ne lui obéissez pas, Madame la ministre, juste pour faire un acte de fronde et pour exister politiquement et masquer l'intérieur Monsieur le Président. du texte. J'ai presque terminé, Monsieur le Président. Je voudrais juste attirer l'attention de Madame la ministre sur les conséquences de ces surtranspositions. Ce sont des conséquences économiques et sociales considérables. D'abord, sur la fraude sur les produits, c'est-à-dire sur les cigarettes elles-mêmes, mais ensuite sur la fraude transfrontalière. Et la France, vous le savez, a de nombreux pays frontaliers. Vous ne regardez absolument pas les réalités parce qu'il faut que vous ayez une opération de communication qui vienne masquer le contenu de votre texte. Madame la ministre, parce que ce texte est dangereux pour notre système de soins, mes chers collègues, parce qu'il remet en cause le principe même de la solidarité en matière d'assurance maladie, parce qu'il méprise tous ceux qui se dévouent pour la santé tous les jours dans les établissements de soins comme en médecine ambulatoire, j'ai l'honneur de vous demander d'adopter cette motion de renvoi que j'ai défendue devant vous. Merci, Monsieur le Président.